Avant de continuer sur les contraintes sociales et symboliques, je voudrais préciser pourquoi j'ai commencé par les contraintes matérielles. Peut-être que la première raison, elle est liée au fait que les systèmes d'objets sont assez faciles à décrire, notamment pour des non-spécialistes qui démarrent souvent les enquêtes qualitatives en pensant que les motivations, le sens, ce que disent directement les interviewés nous donnent accès à la réalité cachée que l'on peut chercher derrière tous ces phénomènes sociaux. L'avantage donc de décrire des systèmes d'objets concrets, c'est que ça nous permet d'objectiver. Et ça, c'est le deuxième point que je trouve intéressant. Objectiver, ça veut dire que on va observer, et en observant, on va prendre une distance entre la réalité qui existe en dehors de nous, et la réalité matérielle est plus facile à décrire que la réalité sociale et surtout symbolique qui est très compliquée à décrire. Et donc on va prendre une distance entre cette réalité qui est en dehors de nous et ce qu'on pense, nos opinions et nos motivations. Mais partir de la description des systèmes d'objets concrets, c'est aussi plus facilement découvrir qu'il y a un écart entre les intentions et les pratiques du fait justement de l'existence de ces objets. Et puis enfin, partir des systèmes d'objets, ça permet de ne pas confondre ce qui est important pour un sujet, c'est-à-dire le sens, et sans sens on se suicide. Et c'est du reste la force de Durkheim d'avoir montré à travers son enquête qu'on pouvait analyser le suicide en dehors de toute question de sens, mais uniquement par des faits sociaux. Et donc l'intérêt des systèmes d'objets, c'est de montrer que ce qui est donc important pour le sujet, qui est le sens, n'est peut-être pas le plus important en termes de logique sociale. Et que derrière l'intention de l'individu, derrière le sens du sujet, il y a d'autres forces qui nous gouvernent, que l'on maîtrise plus ou moins. À partir de ça, on peut essayer de décrire maintenant les contraintes sociales. Et il y en a trois. La première contrainte, qui me paraît très importante aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est ce qu'on pourrait appeler la contrainte d'apprentissage. Elle est liée au fait que si vous avez un téléphone mobile, si vous avez un ordinateur ou une tablette ou un jeu vidéo, vous devez apprendre comment fonctionne telle application, aller sur un site, vous devez apprendre tout un certain nombre de techniques numériques, dont certaines sont extrêmement faciles, d'autres difficiles. Par exemple, si vous voulez payer vos impôts, c'est relativement au point et ça marche assez bien. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec le développement des activités digitales ou numériques, il y a un nombre important d'apprentissages et qui fait qu'à certains moments, des personnes vont abandonner l'usage d'une nouvelle technique ou d'une nouvelle application parce qu'ils estiment que cet apprentissage est trop complexe ou trop fatigant ou augmente trop la charge mentale. La sixième contrainte sociale est une contrainte très anthropologique et très sociologique aussi, puisqu'au fond elle porte sur les normes sociales et elle va montrer que dans toutes les cultures où j'ai été, que ce soit en Afrique, au Brésil, aux États-Unis, en Europe ou en Chine, dans tous les pays où j'ai pu aller, on retrouve cette espèce de système de normes où il y a, et bien il faut les trouver, où il y a à chaque fois des pratiques qui sont permises, d'autres qui sont prescrites et d'autres qui sont interdites. Et là encore, c'est une transposition que j'ai faite à partir des enquêtes que je faisais au Congo dans le village de Sakameso, où j'avais découvert du reste suite à la lecture que j'avais faite du livre de Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, où j'avais découvert qu'il y avait des femmes qui étaient permises, d'autres qui étaient interdites et d'autres qui étaient prescrites. Par exemple, chez les Basundi au Congo, la femme prescrite était plutôt la fille du frère de la mère, donc la fille de l'oncle maternel, alors que la fille absolument interdite était la fille
de la sœur de la mère, par exemple, pour prendre un exemple très anthropologique tiré de la parenté. Et donc, quelque part, j'ai transposé cette idée de prescrit, de permis et d'interdit à la consommation et à la vie quotidienne. Et je me suis rendu compte qu'une des grandes contraintes qui faisait que des consommateurs ou des citoyens allaient accepter d'acheter quelque chose était liée au fait que, de façon souvent implicite, de façon souvent non dite, eh bien, acheter tel produit pouvait être considéré comme un interdit ou comme une régression ou quelque chose qui ne correspondait pas à la norme de groupe. Donc on voit bien comment les objets de consommation notamment, qui participent beaucoup à la construction identitaire, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, de fait ça fonctionne comme ça, sont extrêmement sensibles à ces effets de normes entre ce qui est permis, prescrit ou interdit. C'est la 7e en réalité contrainte sociale qui est très très intéressante aujourd'hui, c'est la contrainte des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux étant l'équivalent d'une communauté ou l'équivalent d'un groupe social à travers lesquels du reste se diffusent ces différentes normes de ce qui est permis, prescrit ou interdit. Alors il y a deux sortes de réseaux sociaux. Il y a ce que j'appelle de façon humoristique les réseaux prénumériques. Et j'avais découvert ça un jour quand j'étais en Floride où je faisais des cours avec mon collègue Mark Newman. Et j'étais dans la salle des profs et tout d'un coup je vois une fille qui voit un appareil de photo, on était en 2000, à l'époque où le digital n'était pas encore très développé, et elle voit un appareil de photo et elle dit, ancien, et elle dit « Oh, a pre-digital camera ». Donc elle dit, ça c'est un appareil de photo pré-digital. Et j'ai gardé l'expression pour notamment décrire les réseaux sociaux en face à face, et au fond tous les réseaux traditionnels, que ce soit des réseaux familiaux, des réseaux d'amis ou des réseaux professionnels, pour les différencier des réseaux numériques, qui sont aujourd'hui extrêmement importants et dominants, et qui souvent coïncident du reste avec les réseaux prénumériques, mais pour bien rappeler qu'il y a deux formes de réseaux, enfin deux façons de faire fonctionner les réseaux sociaux, à travers le prénumérique ou à travers le numérique. Et ces réseaux sociaux sont extrêmement importants parce que ce sont les réseaux qui vont définir quelque part les normes sociales, c'est les réseaux qui vont aussi diffuser de l'information, c'est les réseaux qui vont nous permettre de construire notre identité, ce que on appelle l'extimité, l'exposition de l'intimité, comme dit Serge Tisseron, pour caractériser l'importance des réseaux sociaux dans la construction identitaire, même si aujourd'hui on voit que cela peut poser problème si on expose trop son intimité, mais il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, alors que les gens avaient très peur, grâce à Serge Tisseron, on voyait bien que exposer son intimité correspondait aussi à une phase de cycle de vie.